Je vois que vous portez tous le masque et c'est vraiment génial. Vous êtes géniaux. Moi, pas tout de suite, parce que je vais parler, postillonner, tout ça. Alors, je m'appelle Valentin, je suis développeur advocate pour Google Cloud. Je programme en Go depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une fonctionnalité intéressante du compilateur Go qui est l'inlining. Alors, je n'ai pas trouvé de bonne traduction pour inlining. Alors, j'ai essayé au hasard enlignage, enlignement, incrustation, expansion, extension inline, collage ou encart. C'est des mots que j'aime bien, mais qui n'existent pas vraiment dans ce contexte. Donc, je dirais toujours inline pendant tout le talk. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est que l'inlining. Quelques exemples. Comment l'inlining est susceptible d'interagir avec les autres optimisations du compilateur et comment avoir une conversation efficace avec le compilateur pour l'inciter à inliner votre fonction préférée. On a beaucoup de slides, très peu de temps, alors ce sera peut-être à une cadence infernale aujourd'hui. Je n'ai jamais donné ce talk en français, donc ce sera vraiment expérimental au niveau du vocabulaire. L'inlining, c'est quand le compilateur, plutôt que de générer les instructions assembleurs correspondant à un appel de fonction, décide de copier-coller toutes les instructions de la fonction dans le corps, toutes les instructions du corps de la fonction à l'endroit où elle est censée être appelée. Donc ça a tendance à rendre le programme plus rapide au runtime, à l'exécution, on va voir pourquoi. Et ça a aussi tendance à faire gonfler le fichier binaire du programme compilé, puisque maintenant le corps entier de la fonction est compilé à plusieurs endroits dans le fichier exécutable. Un appel de fonction normal qui n'est pas inliné, ça exécute un certain nombre d'instructions assembleurs que je ne vais même pas faire semblant de comprendre. En gros, il ressent le besoin de copier des données vers la pile, la stack, de se téléporter à un autre endroit dans le programme, qui se trouve peut-être ailleurs en mémoire, pour trouver les prochaines instructions à exécuter. Ça prend un peu de temps, et c'est pour ça que l'inlining peut rendre le programme plus rapide, en éliminant toute cette gymnastique qu'on voit à l'écran, et en se concentrant uniquement sur le corps de la fonction. Voici une analogie. Quand un gaufre veut poser une question sur le langage Go, évidemment, il se tourne vers le site populaire Stack Gopherflow. C'est un site à base de questions-réponses, vous êtes peut-être déjà familier avec ce genre de choses. Selon moi, dans une base de données de connaissances comme celle-ci, c'est une bonne pratique que toutes les réponses possibles à la question se trouvent inline en entier dans la même page que la question. Imaginez si toutes les réponses dans ce genre de site de questions-réponses, c'était juste des liens vers des solutions sur d'autres sites, ce ne serait pas super fun à parcourir. Ça impliquerait beaucoup de clics, beaucoup de requêtes HTTP et mentalement plein de changements de contexte. Alors que lorsque toutes les réponses intéressantes sont déjà sur la page, ça va extrêmement vite de les parcourir visuellement pour en choisir une. Dans cet exemple fictif, moi, je vote clairement en faveur de l'inlining. La bonne nouvelle, c'est que le compilateur s'occupe de l'inlining automatiquement la plupart du temps, sans travail supplémentaire de la part du développeur, et surtout sans surcharge cognitive. L'inlining, c'est une préoccupation bas niveau, c'est le boulot du compilateur. Donc mon conseil aux développeurs, c'est relax, n'essayez pas d'inliner à tout prix vos appels de fonction, à moins que vous ayez établi que votre projet en a vraiment besoin et va effectivement en tirer une amélioration. Tout au bout du continuum, à gauche, on a de nombreuses applications business qui n'ont pas besoin de haute performance. À l'autre bout du spectre, tout à droite, on a certaines problématiques de très haute performance qui nécessitent des techniques plus avancées que l'inlining, et certaines d'entre elles ne sont pas disponibles en Go. Dans la partie I don't care sur la gauche, il y a aussi des projets qui pourraient vraiment bénéficier d'optimisation de leur performance, mais pas au niveau de l'inlining, plutôt au niveau d'autres opérations très coûteuses, comme les requêtes réseau, les accès au système de fichiers, les allocations mémoire, etc. Tout ça a tendance à être beaucoup plus coûteux. Toutefois, il y a une étroite zone en vert, ici,
dans laquelle le software bénéficie grandement et automatiquement de l'inlining, et une zone encore plus étroite, que je n'ai pas dessinée au milieu en vert, dans laquelle vous, en tant que développeur, vous pourriez avoir intérêt à provoquer l'inlining afin de profiter de ses pouvoirs magiques. Pour être éligible à l'inlining, une fonction en Go doit être à la fois courte et simple. Si elle contient trop d'instructions, alors elle n'est pas inlinée. Et si elle contient certaines instructions complexes qui sont exclues, comme la récursivité ou l'instruction differ, alors la fonction n'est pas inlinée. Pour chaque fonction, un score de complexité est calculé en se basant sur le nombre de nœuds dans l'arbre syntaxique abstrait, ou AST. Puis ce score est comparé à un seuil que l'on appelle le budget d'inlining par fonction, qui vaut 80. Alors 80, qu'est-ce que ça peut bien signifier? En pratique, c'est un budget très serré qui permet seulement d'inliner de toutes petites fonctions. Imaginons que mon programme puisse s'exécuter en deux modes. Le mode debug, où on écrit de nombreux messages de debug vers le flux d'erreurs standard, et le mode production, où on n'écrit aucune ligne de debug. Cette fonction d'exemple, Collatz, écrit la séquence de la conjecture de Collatz à partir d'un entier n jusqu'à la valeur finale 1 et retourne le nombre d'étapes de calcul effectuées. Cette fonction n'écrit pas encore de log de debug. Si vous n'avez jamais entendu parler de Collatz ou de la conjecture de Syracuse, pas de souci. C'est juste une séquence de calcul arithmétique sur des entiers. Ici, on ne s'intéresse pas à la signification de ces calculs. Maintenant, nous introduisons la fonction debugf qui fait ceci. Si je suis en mode debug, alors écris les arguments. Si je suis en mode production, alors ne fais rien. Le mode debug est une constante à la compilation, que je mets à true pendant la phase de développement et à false avant de livrer en production. J'aimerais bien atteindre une abstraction zero cost, c'est-à-dire que le coût d'exécution de debugf soit exactement 0 quand la constante debug a la valeur false. Ça devrait être possible, en théorie, grâce à deux optimisations du compilateur. D'une part, la suppression du code mort, DCE, qui peut supprimer ici le bloc if en entier, et l'inlining du corps de la fonction debugf, qui est maintenant complètement vide, puisqu'on a éliminé le if dedans. Je peux écrire un benchmark pour mesurer s'il y a une différence de performance significative entre le code original, qui n'avait aucune instruction de debug dans le code source, et le nouveau code de production, qui contient des appels à une fonction debug qui sont censés être des no-ops, des no-operations, donc théoriquement gratuits. Si la performance est la même, alors c'est un indice que l'inlining a eu lieu et a correctement supprimé toutes les instructions de debug en tenant compte de la constante debug qui était à false. Ces benchmarks n'apportent aucune preuve formelle concernant l'inlining. Ils constituent plutôt un faisceau d'indices concordants. Ici, on lance le benchmark avec GoTest et on voit que les résultats sont à peu près équivalents, ce qui signifie que les optimisations lors de la compilation ont correctement fonctionné. Ma fonction debugf est effectivement une zero cost abstraction. Si l'on passe les gcflags-m égale 2 à la commande de gobuild ou gotest, on obtient beaucoup de détails qui disent exactement quels appels de fonctions sont inlinés ou non et pourquoi. Donc ici, dans cet output, cost 0, ça signifie que le corps de la fonction a été parsé et traduit en 0 instruction, parce que la condition est toujours fausse. L'inlining a évolué et s'est amélioré dans les distributions récentes de Go. Pour tester une version spécifique de Go, disons 1.12, c'est très pratique d'utiliser simplement go-get et ensuite download, parce que j'adore cette façon de faire, ça permet d'avoir plusieurs distributions de Go les unes à côté des autres sur son système pour faire des tests. Alors justement, pour comparer plusieurs versions entre elles, je télécharge autant de versions de Go que nécessaire dans une boucle de script batch. Si vous programmez en Go mais que vous n'avez jamais utilisé go-get et go-download, je vous y invite, c'est très pratique. Dans cet histogramme, les barres représentent le temps d'exécution de mon benchmark Collatz avec debug
quand le mode debug vaut la constante false, c'est-à-dire quand c'est censé être en mode production. Les plus petites barres sont les meilleures. On peut voir une valeur aberrante pour Go 1.8 qui n'était pas encore capable d'optimiser ma fonction debugf comme étant no-op. Le compilateur générait un appel de fonction et effectivement, lors de l'exécution, la fonction était appelée à chaque étape de calcul, ce qui dominait largement le temps total d'exécution. Dans toutes les distributions de Go suivantes, l'inlining a fait son travail. Bon, si on ignore Go 1.8, on le laisse de côté et on zoome un peu, on peut voir que chaque nouvelle release est susceptible de rendre notre code parfois un peu plus rapide ou un peu plus lent. Bien sûr, on préfère quand tout va de plus en plus vite gratuitement, mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est plus intéressant ici dans notre quête de l'inlining, c'est que dans chaque release à partir de Go 1.10, la barre bleue et la barre violette, donc baseline c'était sans les lignes de code source de debug, et violette c'était avec des instructions de debug qui étaient no-op, ces barres ont la même taille pour chaque nouvelle release. Ça montre que dans notre code de production, avoir des appels debugf qui sont traduits en no-op n'a effectivement aucun impact négatif sur les performances. Alors voilà l'histoire d'une expérience que j'ai faite il y a quelques années. Avant que l'inlining soit implémenté dans le compilateur Go, on avait les options suivantes pour allumer ou éteindre les logs de debug. Vous pouviez avoir une variable booléenne dans la fonction de debug. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut l'activer et la désactiver dynamiquement pendant l'exécution du programme. Et l'inconvénient, c'est que ça avait un coût systématique pour les performances. Ça coûtait un appel de fonction plus un test conditionnel. Et utiliser une constante booléenne, ça posait à peu près le même problème de performance. Quand la suppression du code mort était moins sophistiquée, même tester une constante, ça avait un coût au runtime. Toutefois, le coût dominant, c'était le fardeau de devoir faire un appel de fonction. Rappelez-vous, copier des données sur la stack, se téléporter quelque part dans la mémoire, etc. Tout ça, c'était plus coûteux. Donc ici, c'est la même implémentation que nous avons vue dans l'exemple de la conjecture de Collatz, mais dans la préhistoire, c'est-à-dire avant l'inlining, en Go 1.8 et avant, ce n'était pas performant du tout. Maintenant, si on emballait dans un appel à debugf, si on l'emballait explicitement dans un bloc if. Donc on voit sur la droite, au lieu de une ligne de code, on a 3 lignes de code pour un debug. Donc effectivement, ça économise un appel de fonction très coûteux quand la constante ou la variable est fausse. L'inconvénient, c'est que visuellement, c'est très encombrant à l'écran d'avoir 3 lignes de code au lieu d'une seule pour chaque log de debug partout dans le code source du programme. Donc dans ce monde impitoyable, est-ce que c'était possible à l'époque d'écrire en une seule ligne de code un log de debug sans aucune surcharge de travail en mode production? Techniquement, oui. Alors, je vais passer très rapidement dessus parce que ce n'est pas du code que je préconise. En fait, on pouvait produire un one-liner qui testait une constante lors de la compilation, donc debug, et ça produisait soit false pour l'expression entière, sans faire l'appel de fonction juste derrière, et il fallait pour ça que debugf, ça retourne un booléen. On doit se défausser explicitement de la valeur de retour, le underscore, sinon ça ne compile pas, le compilateur se plaint en disant « evaluated but not used ». Alors sérieusement, vous n'avez pas envie que tous vos appels zero cost à une fonction de debug en une seule ligne ressemblent à ça. Merci à l'inlining de nous épargner cette monstruosité. Donc ce genre de syntaxe n'est plus nécessaire. Maintenant, on peut avoir des appels debugf à la fois simples et efficients, comme nous l'avons vu dans l'exemple Collatz, où la performance était bien la même avec et sans les instructions de debug quand on est en production. Maintenant, voici l'histoire vraie d'une optimisation à base d'inlining qui se termine bien comme dans les contes de fées. Dans le passé, le compilateur était capable d'inliner uniquement les fonctions feuilles, c'est-à-dire les fonctions qui ne faisaient elles-mêmes aucun appel à d'autres fonctions. Puis le mid-stack inlining est arrivé, l'inlining en milieu de pile, qui permet d'inliner de petites fonctions, même si elles font des appels, par exemple à panic ou fmt.print, qui sont des fonctions complexes qui elles-mêmes ne sont pas inlinées.
Ça, c'est un commit qui date de 2019 de Carlo Alberto Ferraris. Il a coupé en deux une grosse méthode en deux plus petites. Comme les méthodes sont des fonctions, les méthodes peuvent aussi être inlinées. On zoome un peu sur les parties intéressantes et je vais devoir aller très très vite, il nous reste peu de temps. Donc dans le commentaire, il dit qu'il y a une branche qui est lente et une branche qui est rapide. Donc la méthode lock va appeler la méthode lock slow. La branche rapide, elle fait un appel à atomic.compareAndSwapInt32. Si cet appel renvoie true, alors lock peut s'arrêter immédiatement et la branche lente n'a pas du tout besoin d'être exécutée. Et la branche lente, justement, c'est une grosse boucle, il y a beaucoup d'instructions dessus, ce ne sera jamais inliné. Donc du point de vue de l'appelant, la méthode lock originale contient 3 lignes de quelque chose de rapide plus de nombreuses lignes de quelque chose de lent. Elle est largement hors budget. Et les flèches vertes, ici, en fait, elles représentent un peu le travail nécessaire pour appeler la méthode, puis pour en revenir. On coupe la méthode en deux, lock appelle lock slow. On se retrouve avec deux appels de fonction au lieu d'une, là, les lignes vertes. Mais attendez, le mid-stack inlining est possible depuis Go 1.12, donc la méthode lock, qui a très peu d'instructions, est maintenant inlinée. Elle tient dans le budget de 80 points, même si elle a un appel à la fonction lock-clos. Donc, on est passé d'une situation avec un seul appel à lock à une situation avec un seul appel à lock-clos. On se demande, est-ce qu'on a vraiment gagné quoi que ce soit dans tout ça? Donc, la réponse est oui, parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'appel de fonction du tout, parce que la branche rapide en haut retourne true. L'opération compare and swap a réussi. Il n'y a pas eu besoin d'exécuter la branche lente. Donc il s'agit d'une optimisation probabiliste. On économise un appel de fonction dans le cas le plus fréquent, quand le verrou est obtenu sans encombre. Je suis désolé de parler aussi vite, mais on est pressé. Donc dans mes deux exemples jusqu'ici, j'ai surtout parlé des gains de performance qui consistent à éviter la surcharge de travail d'un appel de fonction, mais les avantages de l'inlining vont potentiellement bien au-delà du coût d'un appel de fonction. Et ça, c'est le thème central de cette présentation. La raison pour laquelle je trouve l'inlining aussi fascinant, c'est qu'il permet de débloquer toute une panoplie d'optimisation au niveau du compilateur. Quand une fonction n'est pas inlinée, bien sûr, on paye le prix de l'appel de la fonction, mais le code compilé peut aussi être sous-optimal pour des raisons plus subtiles. Comme ces deux blocs de code, le violet et le bleu, s'ils sont compilés indépendamment l'un de l'autre, ils ne peuvent pas tirer parti de leurs particularités d'implémentation. Tout ce qu'ils savent, c'est le contrat sur lequel ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire la signature de la fonction. Le corps de compute ne peut prendre en compte que sa signature. Il sait qu'il reçoit 3 arguments, qu'il doit calculer 2 valeurs de type int et les retourner. Donc le bloc bar qui est là en bas, il est seulement au courant de ce qui est écrit au-dessus des pointillés, c'est-à-dire que R et S sont de type int, c'est tout ce qu'il sait. Par contre, quand la fonction est inlinée, donc c'est fusionné, soudainement, on a beaucoup plus de contexte sur la totalité des instructions de cette portée. Donc le core inliné pourrait tirer parti des détails du bloc foufou qui se trouve juste au-dessus. Avant, ce n'était pas possible. Par exemple, si l'un des arguments est une constante, ou si un argument, c'est un pointeur qui est toujours nil dans ce contexte, ou toujours non nil. Mais ce n'est pas tout. Le bloc bar, il pourrait aussi tirer parti judicieusement du corps de la fonction inliné, en plus de la partie foo. Donc par exemple, il pourrait inférer que R et S peuvent prendre seulement un petit nombre de valeurs possibles. Cette connaissance intime ne fait pas partie de la signature de la fonction. Mais ce n'est pas tout. Ces déductions astucieuses ne sont pas limitées au code qui se trouve au-dessus du bloc courant. Il est maintenant possible pour le corps de la fonction de détecter que l'une des valeurs de retour n'est jamais utilisée par la suite, par exemple, et de décider de ne même pas la calculer. Donc j'ai plein de slides comme ça sur le fait qu'avoir le code plus couplé, ça permet de débloquer plein d'optimisations. Je passe rapidement. Donc voilà l'idée. Quand c'est découplé, ce n'est pas optimisable jusqu'au bout. Et une fois que c'est couplé, avec la forme SSA pour Single Static Assignment, c'est une technique de réécriture qui permet de faciliter la propagation de constantes, l'allocation efficace de registres, etc., etc. Et aussi de réordonner les instructions de façon à calculer de façon plus efficiente. Donc toutes ces optimisations géniales dont j'ai parlé, on pourrait remercier le compilateur Go de faire tout ça automatiquement. En pratique, il ne le fait pas dans 100% des cas, mais ça s'améliore de version en version.
Les techniques pour demander au compilateur d'inliner telle ou telle fonction, je vais devoir passer rapidement dessus. En gros, c'est juste réécrire certaines instructions différemment. Par exemple, on retire un differ et on copie explicitement à la fin de la fonction. Ou alors, au lieu d'utiliser le mot-clé range, on réécrit en une boucle for. Mais ça, c'est vraiment si on en a besoin. C'est assez rare de devoir intervenir soi-même au niveau d'inlining. On peut toujours utiliser le flag -m égale 2 pour voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est inliné ou pas. Cet exemple-là, je dois passer. Ça, c'est une technique consistant à couper en deux, on l'a vu, qui permet d'inliner. Ça, c'est des opérations qui sont interdites pour l'inlining pour l'instant. Et dans la conclusion, donc, l'idée assez fondamentale, c'est que le bénéfice principal de l'inlining, ça provient du couplage fort du code compilé. Donc tout ce qui est ingénierie logicielle et clean code, c'est à gauche, c'est quand les choses sont vraiment découplées et que les signatures des méthodes sont des contrats forts. Donc notre code source, c'est plutôt la partie de gauche. Et dans la colonne de droite, ce sont des instructions assembleurs produites pour maximiser l'efficience. Ça veut dire que la performance effective d'une fonction ne dépend pas seulement du corps de la fonction elle-même, ça dépend aussi de la forme du morceau de code qui l'appelle. En gros, le contexte spécifique de l'appelant a un gros impact sur la performance de la fonction appelée. Donc, pour terminer une métaphore visuelle, quand vous cuisinez, vous mettez différents ingrédients dans différents plats, de la viande pour le plat principal, des fraises à la crème pour le dessert, de la banane à la crème aussi pour le dessert, et vous n'êtes pas censé mélanger tout ça avant de servir. Mais si vous le faites quand même, vous vous retrouvez avec quelque chose de pas très ragoûtant, qui pourrait être considéré comme plus efficient sur certains aspects. Les fonctions inlinées finissent comme ça, comme une soupe d'instructions assembleurs. Elles ne sont plus lisibles par un humain, mais elles sont aussi plus efficientes. Donc, je prends 30 secondes pour récapituler. Le gain de performance le plus évident avec l'inlining, c'est d'économiser la surcharge de travail d'un appel de fonction. Les autres gains de performance obtenus en fusionnant et en couplant le code lors de la compilation proviennent d'encore plus d'optimisation locale, qui sont la suppression des tests de bornes dans les slices, le BCE, la suppression de code mort, le réordonnancement des instructions, l'allocation efficiente des registres, la propagation des constantes, etc., etc. Vous voyez dans la barre verte ici que l'exécution de A et B de façon très couplée est de façon surprenante plus rapide que la somme des durées de A et B. C'est d'autant plus une bonne surprise que dans le cas général, différentes techniques d'optimisation ont tendance à bien se combiner lorsqu'elles sont orthogonales. Et il y en a d'autres qui, au contraire, interfèrent les unes avec les autres, ce qui réduit le total de leurs bénéfices. Mais ici, c'est le contraire. Non seulement l'inlining fait gagner du temps sur les appels de fonctions, mais en plus, elle s'associe comme une enzyme avec plusieurs autres optimisations pour les rendre encore plus puissantes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On a un tout petit peu dépassé du timing, mais je reste à proximité pour toutes vos questions. Ok, bonsoir, t'es cool, ça s'est bien passé? Ça va. Oups, je vais éteindre ça.